est directeur de recherche CNRS au laboratoire Écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés à Lyon 1. Il travaille sur le rôle des échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Donc, il nous a fait le plaisir de déjà participer au webinaire numéro 1 sur l'eau potable et les eaux souterraines. Il y a eu une présentation du champ captant de Crépieux-Charny, qui est la principale source d'eau potable à Lyon. Donc, il nous en a parlé hier. Et aujourd'hui, il va nous parler des résultats du projet de recherche FROG sur l'impact des techniques centralisées d'infiltration sur les eaux souterraines. Donc, moi, je vais vous parler de gestion des eaux pluviales en milieu urbain et d'impact des techniques centralisées d'infiltration sur les eaux souterraines. Alors, à ce travail sont associées 2 personnes, donc Pierre Marmonnier, qui était professeur dans le même laboratoire, qui est maintenant émérite et qui a beaucoup travaillé sur la thématique, et Lucie Pinasso, qui a travaillé pendant sa thèse sur ces aspects-là. Mais j'aurais pu mettre vraiment beaucoup de monde dans cette présentation, puisque ces travaux, en fait, ils peuvent être menés grâce, en fait, à l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine, donc où on a vraiment voilà, des sites, on a des équipements, on a la possibilité de faire ce type de travaux sur Lyon, et c'est vraiment une chance qu'on a ici sur Lyon de pouvoir travailler là-dessus. Donc, quand on parle de techniques centralisées d'infiltration et le contexte, en fait, d'avoir ce type de système, en fait, c'est simplement l'imperméabilisation des sols liée à l'urbanisation. C'est-à-dire, là, vous avez 2 graphes. Donc, d'un côté, sur la gauche, vous avez un sol, en fait, tout à fait classique, avec une infiltration profonde qui est possible à 25% quand il y a de la pluie. Il n'y a que 10% de ruissellement et il y a de l'évapotranspiration. En ville, on a réellement un schéma totalement différent, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation forte du ruissellement du fait de l'imperméabilisation des surfaces et très peu d'infiltration profonde. Donc, la résultante de ça, c'est qu'en milieu urbain, on a un cycle de l'eau qui est totalement perturbé, c'est-à-dire que ça peut conduire avec des ruissellements, comme on peut voir par exemple sur Montpellier, des inondations en fait, lors des orages, c'est-à-dire en ville, puisque le ruissellement est énorme. Et puis, une diminution aussi de la recharge des nappes phréatiques, puisqu'une grosse partie des eaux va partir en ruissellement et risque de se retrouver quand même dans un cours d'eau et ne pas se retrouver dans la nappe. Donc, l'objectif en fait, des techniques centralisées était de collecter et d'infiltrer artificiellement les eaux pluviales. Et sur Lyon, ça fait déjà de longues années, voire très longtemps, en fait, qu'on utilise ce type de système en ayant des réseaux séparatifs entre les eaux usées et les eaux pluviales. Donc, le but de ce type de système, c'est de collecter lors des pluies, en fait, sur les zones imperméabilisées, toutes les eaux des précipitations et les conduire vers des systèmes. Alors, ça peut être vers des rivières, mais ça peut être aussi vers des bassins d'infiltration, et c'est ce dont je vais vous parler, où cette eau va ensuite s'infiltrer à travers une zone non saturée pour atteindre la nappe phréatique, donc, qui est une zone saturée en eau à ce niveau-là. Donc, avec potentiellement une recharge importante en fait, de la nappe. Alors, comme on a une augmentation très forte dans ce cas-là, en fait, des flux de la surface vers la nappe, c'est-à-dire qu'on va infiltrer des gros volumes d'eau sur vraiment des bassins d'infiltration très courts, on va vraiment augmenter les flux de la surface vers la nappe. Et donc, l'un des objectifs qu'on avait au niveau de ces travaux, c'est de voir quelles sont les conséquences en fait, de ces pratiques sur la qualité des eaux et sur le fonctionnement de la nappe phréatique. Alors, je vais vous parler de 4 points en particulier. Alors, la première, c'est de savoir quelle méthodologie on met en place et comment on fait pour mesurer en fait, ces impacts de l'infiltration. Je vais vous parler un peu de la dynamique qu'on peut avoir obtenue au niveau de contaminants urbains, de transfert de matière organique et aussi le rôle du sol et de la zone non saturée, donc qui sont au-dessus de la nappe, sur en fait, ce transfert de contaminants. Ensuite, je vous parlerai un peu de microbiologie et enfin de pesticides et de pharmaceutiques. Alors, voilà à quoi ressemble un bassin d'infiltration et voilà comment il est équipé. C'est-à-dire, vous avez vos eaux de ruissellement qui arrivent, qui s'infilent vers la nappe. Là, vous avez une nappe qui va circuler de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, une nappe, elle a toujours un sens de circulation. Et lorsque vous allez infiltrer de l'eau, ça va créer une espèce de panache en eau pluviale qui va arriver dans la nappe, qui va se mélanger avec les eaux souterraines.
et qui va impacter la nappe à ce niveau-là. Donc, sur ces systèmes-là, on a la chance d'avoir pu équiper en fait, les sites avec des piézomètres de référence, donc en amont en fait, hydraulique du bassin d'infiltration, donc non impacté par les infiltrations d'eau pluviale, et des piézomètres impactés qui, eux, sont directement dans le panache d'eau pluviale et qui nous permettent en fait, de mesurer l'impact du bassin et de l'infiltration d'eau pluviale au niveau de la nappe. Alors, voilà le type de résultat qu'on peut obtenir, juste pour voir quel peut être l'impact en fait, de ce type de pratique en fait, au niveau de la nappe. Donc là, vous avez des enregistrements en conductivité électrique. En fait, la conductivité électrique, c'est la charge en ions, c'est la quantité d'ions conducteurs qu'on a dans une eau. Et en fait, les eaux pluviales, forcément, comme c'est des eaux de pluie, elles sont très faiblement minéralisées, donc avec des conductivités électriques très, très faibles par rapport à des eaux de nappe qui, elles, ont circulé longtemps dans les alluvions et se sont chargées en ions. Donc, quand vous voyez au cours d'une année ces enregistrements en conductivité électrique, vous apercevez qu'une nappe non impactée, en fait, vous avez une conductivité qui est entre 700 et 800 microsiemens, assez élevée. Et là, on voit qu'à l'aval d'un bassin d'infiltration, ici en rouge, donc un bassin qui va recevoir vraiment les eaux pluviales, on a, chaque fois qu'on a une pluie, ici indiqué en bleu, on a une chute très drastique en fait, de la conductivité électrique du fait de l'arrivée d'eau peu minéralisée dans la nappe, donc liée à l'infiltration. Donc, ça fait d'énormes changements au niveau de la nappe dans un milieu qui, à la base, est relativement stable au cours de l'année. Donc, on s'aperçoit que ça crée quand même des changements assez drastiques au niveau physico-chimique et ça peut avoir des impacts, par exemple, sur de la biologie, puisque si vous changez en fait, la conductivité électrique, vous changez l'osmolarité de l'eau et vous pouvez aussi affecter les organismes. Donc voilà, on observe ce type de schéma pour la conductivité électrique, mais il faut savoir que si, par exemple, on mesure la température, lorsque vous avez des pluies en hiver, elles vont tendre à refroidir la nappe, alors que des pluies en été vont avoir tendance à réchauffer la nappe et créer une grosse fluctuation thermique lors des pluies. Donc, si on revient sur cette conductivité électrique, l'avantage aussi d'avoir une conductivité électrique qui va s'abaisser très fortement, ça nous permet aussi d'avoir une quantification de la vitesse des flux d'eau de la surface vers la nappe. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a une baisse en conductivité électrique associée à une pluie, on arrive à savoir, entre la pluie et la la plus basse concentration en conductivité électrique, à calculer en fait, le transit en fait, de l'eau de la surface vers la nappe. Alors, si on regarde la contamination au niveau de la nappe, alors si on regarde plus spécifiquement les métaux lourds et les hydrocarbures, donc hydrocarbures aromatiques polycycliques ici, qui sont vraiment les contaminants urbains qu'on peut retrouver sur les routes du fait du trafic, du fait des différentes activités, on s'aperçoit que ces métaux lourds et HAP, en fait, au moins sur Lyon, on a une rétention très, très efficace de ces contaminants dans le sol et la zone non saturée. C'est-à-dire qu'ils vont être fixés, en fait, sur les sédiments avant d'atteindre la nappe. Et donc, en l'occurrence, on a toujours mesuré des concentrations très faibles en composés en métaux lourds ou en HAP au niveau de la nappe. Mais en fait, les eaux de ruissellement peuvent aussi contenir pas mal de matière organique, qu'elles soient liées à des contaminants ou qu'elles soient liées à de la matière organique naturelle, donc genre des déchets de végétation. On savait beaucoup moins de choses en fait, sur cette matière organique dissoute. Et il faut savoir que celle-ci, en fait, est limitante en fait, pour le fonctionnement des nappes phréatiques. En fait, sur la région de Lyon, en fait, on s'aperçoit qu'on a, par exemple, toute une biologie, par exemple, des micro-organismes et des invertébrés qui vont vivre grâce à l'arrivée de matière organique dissoute dans la nappe, puisque le carbone est limitant. Donc, on voulait voir, est-ce qu'on avait des enrichissements en matière organique sous la nappe liés à ce type de pratique d'infiltration d'eau pluviale. Donc, on a réalisé plusieurs expérimentations. Ici, je vais vous présenter une expérimentation pendant laquelle on avait travaillé sur 3 sites d'infiltration pendant un épisode pluvieux. Et on a voulu mesurer, en fait, la quantité de matière organique qu'on avait, en fait, dans les eaux d'arrivée du bassin, dans la zone impactée par le bassin et aussi en amont du bassin, donc non impactée.
sachant que la matière organique, il va se passer différents processus qui vont permettre de réduire en fait, cette concentration de matière organique lors de son transfert en fait, dans les sols, soit des phénomènes d'absorption physico-chimique, soit une dégradation biologique. Et les résultats qu'on a pu observer ici, donc vous avez les 3 bassins ici, et ici vous avez le carbone organique dissous, donc en fait c'est la partie de matière organique dissoute donc qui est transférée avec l'eau. Et là, vous avez uniquement la fraction de ce carbone organique dissous, mais qui est biodégradable, c'est-à-dire qui est utilisable par les bactéries. Et on s'aperçoit qu'entre les eaux de ruissellement et les eaux souterraines impactées, on a un abattement très, très important en fait, de cette quantité de matière organique. C'est-à-dire qu'on a réellement des processus qui se déroulent dans cette zone et qui vont limiter la contamination de la nappe en matière organique. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour le carbone organique dissous biodégradable, ce qui indique clairement qu'on a une dégradation biologique en fait, lors du transfert de l'eau par des micro-organismes qui vont utiliser ce carbone organique dissous facilement utilisable et qui vont donc réduire sa concentration lors du transfert de l'eau. Donc, on a toutefois quand même dans ces systèmes-là une contamination en matière organique de la nappe, même si on a des abattements relativement forts. C'est ainsi que quand on a voulu faire les mêmes expérimentations et en regardant à la fois l'amont des bassins et l'aval des bassins, donc dans la zone non impactée et la zone non impactée, on s'est aperçu que sur ces 3 bassins, les mêmes bassins que précédemment, on a un enrichissement quand même significatif en carbone organique dissous biodégradable de la nappe, avec des concentrations qui sont un peu plus élevées. On est toujours inférieur à 1 mg par litre, ce qui est vraiment relativement faible, mais on a un enrichissement. Donc, on a voulu regarder dans ces systèmes-là si cette arrivée de matière organique dissoute et de carbone, en fait, allait modifier la microbiologie de la nappe. Parce qu'on sait que ces nappes, elles sont limitées en carbone. Donc, si on a un enrichissement de la nappe en matière organique dissoute, ça devrait engendrer en fait, des changements microbiologiques. Donc, pour étudier ces changements microbiologiques, on a utilisé en fait, des substrats artificiels qu'on a pu incuber en fait, directement dans les piézomètres. Comme ça, on peut avoir vraiment une comparaison amont-aval sur les mêmes supports et voir dans les eaux de ruissellement, on a aussi pu faire ce type d'incubation. Et quand on a mesuré en fait, le développement de biomasse sur ces supports à l'aide des protéines, donc ça va donner une biomasse microbienne, on s'est aperçu, tout comme le carbone organique dissous biodégradable, on avait une augmentation significative en fait, du développement microbien dans la nappe. Bon, là, c'était un peu moins marqué sur ce site-là, mais sur les 2 autres sites, c'était très, très marqué. Donc, pour aller plus loin, on a fait un peu d'analyse sur l'ADN, sur ces micro-organismes retrouvés, pour voir un peu, est-ce qu'on avait un changement en même temps que la quantité de micro-organismes qui se développaient, du nombre de taxons qu'on pouvait retrouver. Donc, pour ça, on utilise des méthodes ADN où on arrive à retrouver en fait, différents groupes en fait, bactériens et on peut les classer pour avoir, en fait, on va dire entre guillemets, un nombre d'espèces qu'on appelle des OTU, Operational Taxonomic Units. Et là, ce que je vous présente ici, c'est le nombre de taxons bactériens qu'on a pu retrouver sur nos supports artificiels qu'on avait incubés. Et là, on s'aperçoit, tout comme en fait la biomasse, on a une augmentation très, très significative de la diversité bactérienne en fait, à l'aval de ces bassins. Donc, on s'attendait à... On pensait vraiment que cette augmentation en fait, de carbone allait vraiment créer la possibilité d'avoir un développement plus important de micro-organismes. Et donc, on a quand même testé en fait, les relations entre le carbone organique dissous biodégradable, donc l'apport en matière organique en bas des bassins, avec cette richesse. Et si on regarde, en fait, si on prend tous les groupes bactériens, donc le nombre d'OTU présentés précédemment en fonction de la quantité de carbone organique dissous biodégradable, on obtient une relation linéaire indiquant que plus on va avoir de carbone organique dissous biodégradable dans la nappe, donc même apporté par les eaux pluviales, et plus on va augmenter le nombre de groupes bactériens qui peuvent se développer. Et ça, c'est la même chose pour différents groupes, comme les Bacteroidetes, qui est une partie un des groupes bactériens retrouvés, ou les alpha-protéobactéries. Ce qui signifie réellement que le compartiment microbien, en fait, et à la fois répond très très bien à un enrichissement en carbone, et donc il peut servir en fait d'un bioindicateur de l'infiltration de l'impact des infiltrations par les eaux pluviales
sur l'état écologique de la nappe phréatique. Ensuite, on a fait d'autres travaux pour essayer de voir, comme on l'a vu précédemment, en fait, la zone non saturée qu'on retrouve ici, entre le bassin d'infiltration et la nappe saturée en eau, voir si, comme on a vu précédemment pour la matière organique dissoute, ça permettait d'être un filtre en fait, sur la quantité de carbone qu'on allait retrouver dans la nappe, puisqu'on a des processus biologiques qui permettent de dégrader cette matière organique. Donc, on a voulu regarder quelle était l'importance de l'épaisseur de cette zone saturée en fait, sur la protection de la nappe. Si c'est un bon filtre, normalement, plus la zone non saturée est épaisse, et plus on devrait avoir une protection de la nappe vis-à-vis d'une contamination en matière organique. Et les résultats obtenus, en fait, sont réellement allés dans ce sens-là. Vous savez qu'ici, vous avez deux types de bassins. Il y avait chaque fois 3 bassins avec une zone non saturée supérieure à 10 mètres et 3 bassins avec une zone non saturée inférieure à 3 mètres. Et là, vous regardez pour le carbone organique dissous, entre les zones non impactées et impactées, on s'aperçoit qu'on a beaucoup moins de différence d'enrichissement en carbone organique dissous biodégradable quand la zone non saturée est supérieure à 10 mètres par rapport à une zone non saturée inférieure à 3 mètres. Et on obtient les mêmes résultats pour la biomasse microbienne ou pour la richesse en bactéries, c'est-à-dire que l'impact est réellement observé quand la zone non saturée est peu épaisse, mais quand la zone non saturée est épaisse, ça permet une protection de la nappe vis-à-vis d'une contamination en matière organique et un effet en fait sur la microbiologie de la nappe. Donc alors, on parle d'épaisseur de zone non saturée, mais en fait, pour être réellement juste, en fait, c'est le temps de transit de la surface vers la nappe qui est important. C'est-à-dire que forcément, si on augmente la hauteur de zone non saturée, on risque d'augmenter le temps de contact en fait, de l'eau d'infiltration avec la matrice sédimentaire autour. Et c'est ces échanges-là qui font qu'on va avoir une bonne rétention de la matière organique lors du transfert de l'eau. Donc, pour aller plus loin, on a regardé un peu ce qui pouvait se passer au niveau des pesticides et des pharmaceutiques. Alors, ça a déjà été présenté hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, et je pense que vous êtes nombreux à avoir rejoint le groupe, on utilise en fait des échantillonneurs passifs, c'est-à-dire des membranes qu'on va incuber dans les piézomètres et qui vont pouvoir absorber les micropolluants pendant une période donnée, avec un flux d'eau souterraine qui passe au travers. Ensuite, on récupère ces membranes, on fait des extractions au laboratoire et des analyses de micropolluants qui sont accumulés sur ces membranes. Alors, pourquoi utiliser ce type de système? La première, c'est d'une part qu'on a souvent des concentrations très, très faibles. Donc, si on ne les concentre pas, on n'arrive pas à mesurer, on est toujours en dessous des gammes de détection sur les eaux. Et le deuxième objectif aussi, c'est que vous avez vu, initialement, quand on regarde la conductivité électrique, on a de grosses variations au cours du temps en fait, des flux. Donc, si on veut avoir quelque chose d'un échantillonnage un peu moyen lors d'une pluie, on est obligé d'utiliser ce type de système pour essayer d'intégrer en fait, la quantité de contaminants qui sont passés au cours d'une pluie, qui sont arrivés dans la nappe. Donc, pour ça, on a travaillé aussi avec l'université de Portsmouth pour développer en fait, un système qui permet réellement d'entrer directement dans les piézomètres et d'avoir le meilleur contact en fait, entre l'eau circulant au niveau des piézomètres et les membranes que vous voyez ici et qui vont accumuler les contaminants. Voilà le type de résultat obtenu. Alors, c'est sur une expérimentation où il y a eu des mesures effectuées sur les eaux de ruissellement, les eaux souterraines impactées et non impactées. Donc, il y a eu 30 échantillonnages de fait 10 par type d'eau sur différents bassins. Et là, par exemple, pour les pesticides, vous apercevez que certains, ils sont un peu partout, c'est-à-dire à la fois dans les eaux souterraines non impactées, impactées, et dans les eaux de ruissellement, comme ici le duron qu'on retrouve à peu près partout. Et vous en avez certains qu'on retrouve, par exemple, que dans la nappe, comme la simazine, l'atrazine, ou l'atrazine diséthyle, qui est en fait un produit de dégradation de l'atrazine. Globalement, les pesticides, vous en trouvez plutôt dans la nappe. Il y a beaucoup de points où vous retrouvez très peu en fait, de pesticides en surface, même si pour certains, vous voyez, on les retrouve alors avec très peu de fois, mais qu'on retrouve uniquement quand même dans les eaux de surface, les eaux de ruissellement. Au contraire, quand on regarde les résidus pharmaceutiques, alors déjà, on en a trouvé un paquet, on ne s'attendait pas forcément à avoir cette diversité-là.
On s'aperçoit qu'on en a qui sont… Alors, ce n'est pas vraiment des pharmaceutiques, hein. Par exemple, la caféine, ça permet de tracer en fait une contamination humaine. Donc là, vous voyez, il y en a dans tous les compartiments. Mais très rapidement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a beaucoup en fait, de résidus pharmaceutiques, plutôt dans les eaux de ruissellement et plutôt beaucoup moins dans la nappe, à exception de certains. Donc, pour aller plus loin, on a voulu regarder sur différents bassins, voilà, lesquels allaient réellement contaminer la nappe au niveau de contamination. Alors, pour ça, on a regardé sur 4 sites et on s'est aperçu qu'il y avait réellement, pendant des incubations de 10 jours, sur 4 sites d'infiltration, 4 composés qu'on allait retrouver de manière plus importante à l'aval des bassins par rapport à l'amont des bassins ici. Donc, la référence est en bleu et en orange, vous avez le système impacté. Donc, vous avez le carbadazime, de l'amotrigine, flopyram et du duron, qui sont en fait 3 pesticides et un pharmaceutique. Donc, des pesticides qui sont qui ont été probablement utilisés dans le passé et qu'on retrouve potentiellement dans les sols et qui vont, à chaque épisode pluvial, leacher et se retrouver en fait dans la nappe. Alors, de manière plus surprenante, ou voilà, on va dire comme ça, on s'est aperçu que les bassins pouvaient aussi avoir un effet, on va dire, entre guillemets, bénéfique, c'est-à-dire qu'on a 3 composés pour lesquels l'infiltration des eaux pluviales en fait, réduisait en fait, les concentrations, les quantités retrouvées sur les systèmes de game catcher, donc sur nos membranes. C'est-à-dire l'atrazine, diéthylatrazine et simazine. En fait, comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, c'est des composés qu'on retrouve essentiellement en fait, dans la nappe. Ce qui fait qu'en fait, si vous infiltrez une eau qui n'a pas du tout ces composés, vous avez un effet de dilution. Et donc là, on s'aperçoit que en fait, l'infiltration des eaux pluviales par ces systèmes permet de diluer des contaminants historiques qui sont dans la nappe depuis maintenant, sans doute, pour l'atrazine, il est interdit depuis peut-être 10 ans ou moins 10 ans. Et on a encore des stocks très importants, des concentrations très importantes dans les nappes. Donc, un effet plutôt, on va dire, entre guillemets, bénéfique en fait, de l'infiltration par ces systèmes centralisés. Donc, si on revient au niveau des conclusions, donc, ce que j'ai pu vous montrer, c'est-à-dire qu'on a une méthodologie qui est réellement adaptée pour évaluer l'impact des systèmes d'infiltration sur les nappes. La zone non saturée, en fait, constitue un filtre efficace pour limiter les transferts de contaminants urbains, mais aussi potentiellement de matière organique si cette zone non saturée est suffisamment épaisse ou si les temps de transit entre le bassin et la nappe sont relativement longs. On a quand même, quand on a un enrichissement de matière organique dissoute associé à l'infiltration, une augmentation de la croissance et de la diversité des micro-organismes. Mais ceux-ci peuvent être donc utilisés, surtout à l'aide de nos systèmes artificiels, en fait, comme des indicateurs de la qualité des nappes. Et pour les pesticides et pharmaceutiques, comme je l'ai dit précédemment, en fait, on peut avoir des effets négatifs, c'est-à-dire vraiment des arrivées de contaminants au niveau de la nappe, mais aussi positifs, en fait, avec une eau qui est moins chargée que la nappe en certains pesticides. Donc, pour continuer là-dessus, voilà, lors de l'ANR Freud qui s'est terminé l'année dernière, on a fait un guide opérationnel où on a pu faire en fait une espèce de résumé de toutes les activités qu'on avait fait au niveau des nappes d'eau souterraines, qui va des caractéristiques des nappes souterraines, les impacts des ouvrages centralisés d'infiltration, les caractéristiques des bassins qui peuvent influer ces impacts sur la nappe, c'est-à-dire comme la hauteur des zones saturées, ainsi de suite, avec des préconisations pour l'organisation de la surveillance des nappes réceptrices ou la mise en œuvre de suivi sur les nappes. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait préconiser, nous, de notre côté, au niveau recherche. Alors, ce guide opérationnel, vous pouvez le retrouver sur ce PDF et sur ce lien qui est au niveau du GREI de l'association GREI. Alors, dans cette chose-là, vous pouvez trouver des informations, par exemple, sur l'impact de la surface urbaine alimentant le bassin, comment elle peut impacter en fait la thermie de la nappe. Je vous l'ai dit précédemment, en fait, à chaque pluie, si c'est en hiver, on refroidit la nappe, si c'est en été, on va réchauffer la nappe. Donc, ça crée des amplitudes thermiques importantes au niveau de la nappe. Et on s'aperçoit que cette amplitude thermique, elle augmente d'autant plus que vous allez drainer un bassin versant important.
Donc, ce qui irait plutôt dans le sens, par rapport à ce qui est développé maintenant, de faire des systèmes d'infiltration à la source qui risquent de moins impacter en fait la thermie au niveau de la nappe et par exemple de réchauffer la nappe en été avec potentiellement des impacts sur la microbiologie ou le développement de micro-organismes qu'on n'a pas réellement envie de voir ici. D'autres résultats aussi qui étaient dans d'autres approches, c'est-à-dire de voir un peu sur ces bassins d'infiltration, vous avez souvent une accumulation de sédiments fins très contaminés et là vous pouvez avoir des organismes. Et donc, on sait qu'il y a certains organismes qui peuvent créer un décolmatage biologique des bassins. Ça peut être des plantes, ça peut être aussi des invertébrés. Ces organismes, ils peuvent aussi dégrader la matière organique et ils peuvent participer aussi à une bioaccumulation des métaux lourds qui sont accumulés dans les sols. Donc, sur ce livrable, vous pouvez trouver pas mal d'informations sur voilà, tout ce qu'on a, peut-être pas tout, mais une grosse partie de ce qui a été développé dans le cadre de l'OTHU, en fait, sur les eaux souterraines et un peu quelles préconisations on peut faire par rapport au suivi des nappes. Donc, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et on va finir avec 2-3 sites. Alors, on dira qu'il y a sans doute des sites un peu plus naturels que ça, mais c'est quand même des jolis outils pour travailler sur l'impact de la ville et des eaux pluviales sur les nappes phréatiques. Je présente M. Hervé Caltran, qui est responsable de l'unité gestion des patrimoines à la délégation transition environnementale et énergétique de la métropole de Lyon. Et il va aujourd'hui nous présenter le projet de Lyon, ville perméable, qui l'accompagne depuis plusieurs années et qui vise à limiter drastiquement les rejets des eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement. Je vais vous présenter ce projet de ville perméable qui se développe depuis plusieurs années sur la métropole de Lyon. Donc, je vais articuler ma présentation autour de 3 points, faire une présentation rapide de la métropole de Lyon et du contexte d'assainissement dans lequel on est, vous parler un peu de ce projet ville perméable et puis de vous montrer comment on peut désimperméabiliser avec quelques exemples et des illustrations. Tout d'abord, donc la métropole de Lyon, 1,37 million d'habitants, 59 communes, donc c'est une très très grosse collectivité avec à peu près plus de 3000 km de réseau, avec une particularité qu'on retrouve dans beaucoup de collectivités et en particulier dans les centres urbains, c'est qu'on est en réseau essentiellement unitaire. Donc, pour la métropole de Lyon, 1800 km de réseau unitaire. Dans ce réseau unitaire, on mélange les eaux usées avec les eaux de pluie quand il pleut sur la ville, donc ce qui va poser plusieurs problèmes. Une partie où on a à peu près 1000 km de réseau où on a nos eaux usées toutes seules et 400 km de réseau pluvial. Là aussi, un petit point, attirer votre attention sur un petit point, c'est que parfois, ces réseaux d'eau pluviale qui séparent donc les eaux de pluie avec les eaux usées se reconnectent directement un peu plus à l'aval du bassin versant, directement dans le réseau unitaire, puisqu'on n'a pas toujours des endroits où on peut avoir des exutoires naturels. Donc, on a parlé de l'imperméabilisation dans la présentation précédente. Donc, juste pour illustrer ce qui se passe au niveau de l'artificialisation des sols. Alors, j'emploie moi artificialisation des sols parce que ça concerne aussi bien l'urbanisation et la construction de la ville que certaines pratiques agricoles très intensives qui vont tasser très fortement les sols et qui vont entraîner du ruissellement. En tout cas, pour vous montrer ce qui s'est passé entre 1955 et 2015, vous le voyez sur cette illustration au-dessus, à l'échelle de l'aire métropolitaine, donc entre Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, etc. Donc, vous voyez toutes les taches rouges qui montrent une artificialisation très importante des sols. Et ne serait-ce qu'entre 2005 et 2015, on a eu plus de 10 000 hectares qui ont été artificialisés, dont 7 000 simplement pour le résidentiel. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui vous a été montré précédemment sur la modification radicale du ruissellement quand on a une artificialisation, une imperméabilisation. Et je me félicite simplement d'avoir exactement les mêmes chiffres que l'intervenant précédent, donc c'est super. Et on peut aller, donc j'insiste aussi fortement sur ce 55%, on peut aller sur certains quartiers en ville à du ruissellement qui va représenter 80 à 90%
en fonction de la minéralisation du quartier. Donc, pour présenter quelques illustrations, hein, qu'est-ce que c'est que ce ruissellement, hein, on a parlé des inondations, donc vous voyez ici des inondations qui se produisent à cause de cette imperméabilisation et de cette artificialisation du sol, hein, le ruissellement. Donc ça, c'est sur la métropole de Lyon en juin ou juillet l'année dernière. Une problématique aussi très forte quand on met ces eaux usées, enfin ces eaux de pluie dans les réseaux d'eau usée, vous voyez des débordements de nos réseaux d'eau usée, les réseaux unitaires, du ruissellement de façon importante. Et sur cette carte, vous voyez tous les traits verts qui représentent le réseau d'assainissement de la métropole. Tous les points rouges représentent des débordements qui ont eu lieu ou des débordements qui se produisent régulièrement. Donc on a cette problématique de ruissellement, de débordement et d'inondation en ville. On a parlé tout à l'heure de la difficulté de recharger la nappe quand on a un sol qui est imperméabilisé. Il faut aussi noter que pour éviter que les réseaux d'assainissement ne se mettent en charge, il y a des ouvrages qui s'appellent des déversoirs d'orage et qui vont rejeter directement les eaux usées et les eaux de pluie, quand il pleut, dans le milieu naturel, en entraînant des pollutions qui peuvent être très importantes. Donc, face à ce constat, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Alors, la métropole de Lyon, mais d'autres collectivités, on va chercher à désimperméabiliser la ville. Désimperméabiliser la ville, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de passer d'un système où on gère toutes les eaux pluviales avec du réseau unitaire, une ville complètement minérale, à une ville perméable et végétale, dans laquelle on va faire de la gestion des eaux pluviales à la source. Donc, on a fait déjà un peu cette gestion des eaux pluviales à la source avec des gros bassins centralisés, comme on vous l'a montré précédemment. Et aujourd'hui, on va plutôt essayer de faire une gestion vraiment à la source, très locale, sur des tout petits ouvrages. Donc, je vais vous montrer aussi à quoi ressemblent ces ouvrages, des noues, des tranchées d'infiltration, etc. Tout ça aussi dans un contexte de changement climatique, où on va avoir des modifications assez importantes des régimes de pluie sur la ville. Donc, le fait de passer d'une ville minérale à une ville perméable et végétale va nous permettre de répondre à plusieurs objectifs autres que la lutte contre les inondations. Le premier objectif, qui est très important, c'est de créer des îlots de fraîcheur urbaines pour limiter cette augmentation de température en ville. Limitation des inondations, on en a parlé. La recharge des nappes phréatiques, on vient d'en parler aussi. On a un autre objectif hydraulique, c'est essayer d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés par la directive cadre sur l'eau, à savoir protéger la qualité des rivières en limitant les débordements des réseaux d'assainissement dans nos cours d'eau. Et puis, on a d'autres objectifs qui sont la maîtrise des coûts, puisque si on veut gérer des épisodes pluvieux qui vont être de plus en plus importants, on va être obligé d'avoir des réseaux qui vont être de plus en plus gros, des réseaux unitaires, et donc des travaux qui vont coûter cher et une exploitation de ces réseaux qui coûte aussi relativement cher. Et puis, vous allez voir qu'on a aussi un objectif d'augmenter ou essayer d'augmenter la biodiversité en ville. Voilà. Alors, dans mon discours aussi, il faut distinguer deux choses. La première chose, c'est la ville qui va s'étendre en périphérie ou qui va se reconstruire sur elle-même. Cette partie de la ville, on arrive relativement bien à maîtriser la désimperméabilisation ou limiter l'imperméabilisation de cette ville avec des règlements, le PLU, les règlements d'assainissement qui vont imposer une déconnexion ou une désimperméabilisation de la ville. Et puis, on a un endroit où c'est beaucoup plus difficile d'intervenir, c'est dans la ville qui existe, la ville sur laquelle il n'y a pas de projet d'aménagement important. Donc, c'est les centres urbains sur lesquels on va avoir des usages. L'espace va être très contraint, donc plein de choses qui se passent dans ces espaces-là. Et c'est sur cette partie-là où je vais essentiellement focaliser mon discours et où on va essayer, où sont les enjeux pour demain sur la désimperméabilisation de la ville. Donc voilà, c'était une présentation rapide du Grand Lyon et du contexte. Et maintenant, si on parle du projet Ville Perméable. Alors, ce projet Ville Perméable, c'est quelque chose qui a été lancé à peu près en 2015. Et entre 2015 et 2020, il y a eu une première phase de travail, c'était d'évaluer toutes les réalisations qui avaient été faites sur la métropole de Lyon avec des ouvrages de gestion des eaux de pluie à la source.
parce que ces ouvrages de gestion des eaux de pluie à la source, souvent on dit que c'est des ouvrages qui ne marchent pas bien, qui ne sont pas efficaces, etc. Donc on a voulu retourner sur des ouvrages qui avaient été créés il y a plus d'une vingtaine d'années et puis voir comment fonctionnaient ces ouvrages. Est-ce qu'ils marchaient bien, pas bien. Donc l'idée d'aller voir ces ouvrages, c'était d'essayer d'identifier les freins et les réussites, voir ce qui avait bien marché ou pas, et surtout de mettre autour de la table et autour de ces ouvrages tous les différents services qui interviennent sur la construction de la ville. Les gens qui s'occupent de la propreté, les gens qui s'occupent de construire la ville, les gens qui s'occupent de la voirie, les gens qui s'occupent de la direction de l'eau, enfin de l'eau en particulier, et puis les personnes qui s'occupent aussi des espaces verts. Voilà un vrai travail d'analyse afin de pouvoir sortir des grandes idées, des concepts ou des façons de faire pour guider les prochaines réalisations dans les années à venir. Et en parallèle de ça, je parlais des procédures réglementaires. Il y a eu un cadrage réglementaire qui a été fait et qui a été retranscrit dans le plan local d'urbanisme et dans le règlement d'assainissement. Et aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, quand on va construire des nouveaux espaces urbains ou des nouvelles habitations, il est interdit, dans la plupart des cas, de rejeter les eaux pluviales au réseau d'assainissement. Donc, on va forcer tous les nouveaux constructeurs à désimperméabiliser ou à déconnecter leurs eaux pluviales. Donc ça, c'est quelque chose de très, très fort qui est basé sur cette partie réglementaire. Et à partir de 2020, donc il y a à peu près une centaine d'hectares qui a été désimperméabilisé sur la métropole. Et à partir des expériences qu'on a eues sur ces 5 années, on est passé dans une phase 2, on appelle, de cette ville perméable, donc qui va s'étendre sur tout le mandat, là, entre 2020 et 2026. Et donc, on a développé une stratégie qu'on a commencé à mettre en œuvre. Alors, on va retrouver les deux éléments dont je vous parlais, les deux axes de construction de la ville, toute la ville qui est en renouvellement ou qui va s'étendre par grands quartiers et la ville qui est existante. Sur cette partie-là, on va très peu intervenir puisque c'est la réglementation qui va gérer les problèmes ultérieurs d'imperméabilisation de la ville. Donc, la direction de l'eau intervient en rédigeant des programmes qui vont être donnés aux aménageurs de la ville. Et dans ces programmes, on explique qu'il ne faut pas imperméabiliser. On va donner les règles de construction, les règles de gestion des eaux pluviales, etc., tout ce qu'il faut faire. Et donc, on va forcer la gestion de l'espace public, on va forcer d'intervenir en gérant les eaux de pluie à la source. Et donc, la deuxième partie, qui est la plus difficile, dont on a parlé, c'est sur la ville qui existe déjà. C'est cette ville où il n'y a pas de grand projet, où on va simplement refaire un carrefour, un bout de trottoir, un bout de voirie, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur ces espaces-là? On a proposé de travailler selon plusieurs axes. Donc, créer des arbres de pluie. Là aussi, je vais revenir pour vous expliquer ce que c'est. Et chaque fois qu'on va faire des petits aménagements de voirie, qu'on va travailler au niveau des collèges, au niveau des écoles ou des bâtiments métropolitains, c'est réfléchir systématiquement à pouvoir désimperméabiliser la ville et déconnecter les eaux de pluie. Et puis, quelque chose qui est assez compliqué, mais qui est très intéressant, c'est intégrer l'ensemble de cette politique de désimperméabilisation dans toutes les politiques publiques de la ville, pour arriver à travailler de façon complètement transversale. Travailler aussi sur un développement participatif. Donc ça, c'est voir comment on peut associer les citoyens à la désimperméabilisation, puisque la ville, c'est quelque chose qui leur appartient et ils ont un rôle très important. Donc quelque chose d'assez novateur aussi, c'est il y a 15 jours, il y a une délibération qui a été prise par l'ensemble des élus métropolitains et qui implique toutes les directions de la métropole dans un grand projet de désimperméabilisation. Et l'objectif qui est donné sur ce mandat, c'est d'arriver à désimperméabiliser 400 hectares ou déconnecter 400 hectares pour arriver à gérer les eaux de pluie. Donc, je vous parlais de l'intégration dans les politiques publiques. Et depuis quelques années, là aussi, à peu près une dizaine, un peu moins, peut-être 5 ans, un travail très fort sur ces notions de ville perméable, avec en particulier le plan Canopé et le plan nature. Le plan Canopé, c'est un plan qui est issu de la charte de l'arbre
et qui vise à protéger et à développer toute la végétation, en particulier les arbres en ville, et à essayer de créer une forêt urbaine. Idem sur le plan nature, c'est comment on va pouvoir arriver à recréer de la nature urbaine. Et il y a un troisième plan qui est important, c'est le, excusez-moi, c'est le plan climat, air, énergie, donc qui est là pour nous faire s'adapter au changement climatique. Donc l'eau va être un facteur très important dans ce plan canopé, puisque le développement de la végétation en ville a besoin d'eau, et l'eau a besoin du développement de la végétation en ville, parce qu'on l'a vu précédemment avec les racines des plantes qui vont, ou la faune du sol, qui va permettre une infiltration et une gestion des eaux importantes. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est après notre première phase? C'est qu'on avait, je vous l'ai dit, désimperméabilisé ou déconnecté une centaine d'hectares. Donc voilà, sur cette carte, tous les points qui sont en rouge ou les linéaires en rouge sont des secteurs qui ont été déconnectés et désimperméabilisés. Vous voyez qu'on en trouve essentiellement dans l'Est lyonnais, puisque les terrains sont beaucoup plus favorables à l'infiltration des eaux. Donc, comment ça s'exprime? Par des structures poreuses. Donc, ces structures poreuses, c'est des structures qui vont laisser passer au travers l'eau de pluie qui va tomber sur ces parties-là, des systèmes de tranchées d'infiltration où on récupère les eaux de pluie pour les infiltrer dans le sol, des noues qui sont des fossés assez larges, là aussi qui récupèrent les eaux de pluie et qui les infiltrent, et des bassins d'infiltration. Comment on fait pour gérer l'eau dans ces systèmes-là? C'est un système qui est excessivement simple, c'est arriver à se réapproprier le cycle naturel de l'eau par des moyens qui sont très, très simples pour gérer ces eaux de pluie, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire un trou dans le sol, mettre l'eau dans ce trou et laisser l'eau s'infiltrer naturellement dans ce sol. Donc, on va retrouver des choses parfois qui sont un peu plus techniques, comme des revêtements poreux, des bassins végétalisés, des noues et des fossés, des jardins de pluie, donc ça je vais vous le présenter, et des tranchées de Stockholm et des toitures végétalisées. Donc voilà quelques exemples de bassins à ciel ouvert, comme on parlait tout à l'heure, on vous les a montrés tout à l'heure, alors des choses qui sont peut-être un peu plus végétalisées, Porte des Alpes à Saint-Priestre, le parc du Vallon, le bassin de Minerve à côté de la fac, ou le bassin Jacob Kaplan en plein centre de Lyon. Donc vous voyez la tour de la Part-Dieu, donc on est vraiment sur du centre urbain, et dont on a pu maîtriser des espaces, comme ici en périphérie de la ville, puisque sur cette ZAC de la Buire, au niveau du parc Jacob Kaplan, la métropole a pu maîtriser plusieurs dizaines d'hectares pour faire ces travaux de bassins qui vont prendre beaucoup d'espace. Des choses un peu plus simples, donc c'est ces tranchées d'infiltration. On va récupérer les eaux de pluie par ruissellement, alors essentiellement au niveau, en bordure de pistes cyclables, comme on peut voir ici à Corba, ou en bordure de voirie. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. L'eau de la voirie va ruisseler et s'infiltrer dans ces zones-là avant de rejoindre le sol et la nappe phréatique. Pour ce qui concerne les noues, je vous ai déjà montré des exemples, là aussi, récupération des eaux de pluie directement de la voirie ou des espaces piétons pour une infiltration dans des choses qui sont un peu plus végétalisées que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les tranchées. Donc là aussi, c'est des choses qui se font facilement quand on a de l'espace à disposition. Satonécan, c'est une grande zone urbaine, enfin une ZAC, une ancienne caserne qui a été réaménagée. Aoulin aussi, c'était dans l'aménagement d'un grand secteur sur lequel on peut réfléchir très en amont, avoir de l'espace pour faire ces aménagements qui sont qui mangent quand même pas mal d'espace. Des choses un peu plus travaillées ici, donc des jardins de pluie. Alors là, on est dans des centres peut-être un petit peu plus urbains. Vous voyez que les espaces sont moins grands dans lesquels on va pouvoir gérer les eaux de pluie, mais c'est toujours le même principe, récupération de l'eau de pluie par ruissellement, puis on la guide dans des espaces qui sont en général en dépression, dans lesquels on va pouvoir végétaliser, alors faire des choses plus ou moins qualitatives avec des plantations plus ou moins intéressantes, et donc l'eau va s'infiltrer directement dans le sol.
Donc, un exemple, quelque chose au niveau de la ZAC Thiers, et puis à Vaux-en-Velin sur la ZAC de l'Hôtel de Ville. Donc là, la voirie n'est pas finie. On récupère les eaux via le ruissellement qui va être conduite dans ce secteur dans lequel on a fait des plantations, dans cette zone-là, qui va stocker certaines quantités d'eau qui va servir à alimenter la végétation. Et s'il pleut trop, donc le niveau d'eau va monter, passer à travers cette grille, repartir dans un tuyau jusqu'à un bassin de rétention et d'infiltration. D'autres exemples, donc des toitures végétalisées qui peuvent être plus ou moins complexes avec simplement de la terre posée sur le toit ou des graviers avec une végétation assez basse qui va pousser, ou des choses un peu plus complexes, système de préfabriqués, de cagettes en plastique dans lequel on va récupérer les eaux de pluie et cette eau de pluie qui va être stockée ici va remonter via des mèches dans d'autres cagettes qui sont placées au-dessus sur lesquelles il y a de la végétation. Donc là, vous voyez qu'on commence aussi à travailler pas mal sur la biodiversité végétale et tout ce qui peut être pollinisateur en ville. Donc on atteint un autre objectif. Et puis enfin, des matériaux poreux, donc comme ici sur le boulevard de Liseron, où on a des pistes cyclables sur lesquelles l'eau de pluie va s'infiltrer directement, ou des parkings que l'on peut retrouver aussi qui sont poreux, qui peuvent être végétalisés ou laissés en gravier et dans laquelle l'eau va passer au travers. Un petit zoom rapide, puisque je vois que j'arrive au bout de des 25 minutes. Donc, on développe beaucoup aujourd'hui un concept qui s'appelle les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Alors, cette solution fondée sur la nature, c'est quelque chose qui a été développé par l'Union internationale de la conservation de la nature. Et l'idée, c'est de répondre à un enjeu de société, par exemple les inondations, les îlots de chaleur, et répondre à cet enjeu de société en utilisant la nature et en recréant ou en améliorant des écosystèmes. Donc, il faut bien avoir ces deux conditions pour qu'on puisse parler de solutions fondées sur la nature. Et le parti pris, c'était de travailler en particulier la gestion des eaux de pluie avec les arbres et surtout utiliser leur potentiel de rafraîchissement. Il faut savoir qu'un arbre, via ses racines, va pouvoir pomper de l'eau dans le sol, évapotranspirer cette eau, on en a parlé, et ce faisant, donc, il va permettre de rafraîchir l'air. L'arbre consomme aussi de la chaleur et via son ombre portée, va permettre de rafraîchir. Donc cette végétation est vraiment une aide à la climatisation de la ville, au bien-être des citoyens, des habitants, et un élément d'attractivité dans certains quartiers pour la population. Donc, on a fait des mesures sur la rue Garibaldi, sur l'intérêt de cette végétalisation, et on se rend compte qu'on peut diminuer la température de 9 degrés UTCI, donc ce qui correspond à peu près à la chaleur ressentie. Alors, les végétaux, c'est des êtres vivants, donc quand il fait très chaud, ils ont tendance à fermer leur système d'évaporation, les stomates sous les feuilles, pour éviter de mourir comme nous de déshydratation. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de forcer l'évapotranspiration des arbres en leur amenant de l'eau en période de canicule. Donc, c'est typiquement ce qui est fait au niveau de Garibaldi, où on récupère donc sur l'ensemble des espaces qui sont circulés par les piétons et par les vélos ainsi que les bus, on récupère l'eau de pluie qui est emmenée dans des noues, on voit ici, et l'eau va s'infiltrer. Et comme tout à l'heure, je vous l'ai montré au niveau de la ZAC de Vaux-en-Velin, quand il pleut beaucoup trop, l'eau va monter dans la noue, passer dans des grilles et venir dans un bassin enterré qui est la transformation de l'ancienne trémie. Et cette eau du bassin enterré va servir en été à réalimenter les noues en eau pour irriguer les arbres et favoriser l'évapotranspiration. Et cette eau de pluie est aussi gardée pour arroser des espaces verts à Lyon et aussi travailler sur le nettoyage des rues. J'ai encore deux petites choses à vous montrer, là je me dépêche. Toujours sur les solutions fondées sur la nature, donc les tranchées de Stockholm, donc ça c'est quelque chose d'un peu novateur qui a été beaucoup développé en Suède. Et qu'est-ce que c'est? Donc c'est une grande fosse dans laquelle on va mélanger des grosses pierres avec de la terre végétale. Ça va faire une structure, un squelette dans le sol sur lequel on va pouvoir circuler ou stocker des voitures. Et la terre qui est entre ces pierres va servir pour les arbres, donc pour l'alimentation des arbres.
Donc ça, c'est des choses qui ont été beaucoup développées au 19e siècle sur les mailles en ville et qui, au fur et à mesure du temps qui passait, a peu à peu disparu, puisque c'est des choses qui coûtaient relativement cher à mettre en place. Et le summum, c'était dans les années 80. Donc, quand on plantait un arbre, il y avait simplement une fosse d'1 mètre cube autour de cet arbre-là. Donc, on a fait ces fosses terre-pierre. Et la difficulté dans ces fosses terre-pierre, c'est qu'on peut stocker très peu d'eau. Donc, à Stockholm, qu'est-ce qui a été fait? Il y a une couche de gravier qui a été mise au-dessus pour pouvoir stocker de l'eau. Quand il pleut, vous avez un puits d'infiltration et d'aération. L'eau va ruisseler, passer dans ce puits, s'infiltrer dans la fosse terre-pierre. Et quand il pleut beaucoup, le niveau d'eau va monter dans le puits, arriver à cette partie-là qui est perforée, et l'eau va venir se mettre dans les graviers avant de se réinfiltrer dans le sol. L'autre intérêt, c'est que quand il ne pleut pas, cette partie de gravier et cette ouverture sur l'extérieur va permettre les échanges gazeux entre le système racinaire de l'arbre et l'atmosphère qui est là. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Et l'exemple le plus grand qui a été mis en place à Lyon, c'est la place de Francfort, devant la gare de la Part-Dieu. Là, il y a cette grande place qui semble complètement, qui est complètement minéralisée. Et en dessous de cette place qui fait 3500 mètres carrés, vous allez retrouver cette fosse terre-pierre. Donc, toute l'eau qui ruisselle sur cette place est réinfiltrée au niveau des pieds d'arbres, entre les joints poreux, où va ruisseler et repartir via des systèmes de tuyaux dans cette fosse terre-pierre pour la tranchée de Stockholm. Voilà, donc des choses qui sont un peu novatrices qu'on essaye d'importer. Et puis le dernier point, c'est les arbres de pluie, c'est la dernière chose qui est développée à la métropole de Lyon. Et là, je vous ai montré sur cette photo une typologie des arbres. Donc, qu'est-ce qu'on voit systématiquement? On voit déjà qu'au niveau des pieds d'arbres, les écosystèmes sont assez réduits, un peu de végétation, un peu d'herbe, quelques déchets qu'on voit à droite à gauche, des déjections canines et beaucoup de voitures tout autour. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit, avec un espace qui est assez réduit. Quand on réfléchit pour la gestion d'eau de pluie, l'eau de pluie qui va tomber va simplement s'infiltrer dans le sol par cette partie-là et tout le reste va ruisseler. Voilà. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est que systématiquement, les arbres ont été plantés avec des bordures autour pour protéger des voitures, mais surtout, ce qui fait que l'eau ne peut absolument pas s'infiltrer dans cet espace-là quand il pleut. À titre d'exemple, voici quelques photos. Une photo sur un trottoir à Lyon. Vous voyez, les personnes est en botte puisqu'il y a une inondation sur cette partie-là. Et vous pouvez voir que les arbres ont les pieds complètement au sec, pas une goutte d'eau. Une autre photo, on voit aussi la piste cyclable qui est inondée, le passage piéton qui est inondé aux deux bords. Et si vous regardez, au niveau des pieds d'arbres, pas un système, pas une goutte d'eau qui arrive dans ces arbres-là. Donc, on s'est dit que c'était un peu dommage de gérer notre ville et nos arbres comme ça, surtout en période de changement climatique. Donc, on est parti sur comment on peut créer des arbres de pluie basés sur ces solutions d'adaptation au changement climatique fondées par la nature. Et donc, il y a un projet qui est financé par l'Europe qui s'appelle Artisan, donc qui cherche à développer dans des collectivités ces solutions fondées sur la nature. Et donc, le projet, c'était d'arriver à désimperméabiliser le tour de ces pieds d'arbres et de revégétaliser avec 3 strates, une strate herbacée, une strate arbustive et la strate arborée. Donc, voilà un exemple des premières réalisations qui ont été faites cet été à Lyon. Donc, vous voyez, cet espace-là, ici, a complètement été désimperméabilisé. Il a été retravaillé en creux, en faisant attention au niveau du pied d'arbre ici, de ne pas trop creuser pour ne pas déstabiliser l'arbre avec sa partie qui est très fragile, qui est le collet ici. Et sur la partie qui est là, donc une tranchée d'infiltration qui a été faite avec les bordures qui existaient ici, qui ont été cassées. Donc l'eau va ruisseler dans le caniveau, rentrer dans la tranchée d'infiltration, se stocker. Quand la tranchée est pleine, l'eau va continuer, partir dans le 2e arbre de pluie, le 3e arbre de pluie, le 4e arbre de pluie. Et comme on est en dépression ici, l'eau peut ruisseler et venir se stocker ici. Donc l'idée, c'est vraiment de gérer les petites pluies, 10 à 15 mm, à l'aide de ces arbres de pluie. Et l'avantage de ce système-là, c'est qu'on n'intervient pas sur le réseau qui est déjà existant dessous. Donc ça va permettre de décharger une partie du réseau.
Frédéric Parent, qui est ingénieur de recherche à l'école des mines de Saint-Étienne, où il a également fait sa thèse. Il est actuellement rattaché au laboratoire Environnement, Ville et Société et il travaille sur deux choses différentes, sur le développement de méthodologies interdisciplinaires pour une meilleure compréhension des interactions eau souterraine, eau superficielle et sur le suivi et le retour d'expérience en matière de restauration, gestion et planification. Et donc, il va nous parler aujourd'hui de ces méthodologies interdisciplinaires et du transfert de connaissances vers les pratiques pour tout ce qui est interaction eau souterraine et eau superficielle. Aujourd'hui, je vais vous parler de travaux qu'on mène à Mines Saint-Étienne depuis une quinzaine d'années sur les interactions eau souterraine, eau superficielle. Comme Florian l'a dit au début, alors moi aussi j'aurais pu mettre des tas de noms sur cette première diapo. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des diapos en annexe du PowerPoint où j'espère que j'ai oublié personne. Et je cite les collègues principaux avec qui j'ai travaillé à l'école des mines, donc principalement Didier Graillot, Hervé Chapuis, Éric Lalo, Yvan Pascoletti et Jordan Rebao, dont certains étaient des doctorants et des post-doctorants. D'un point de vue soutien à la recherche, donc la plupart des projets que je vais présenter n'auraient pas été possibles donc sans la ZAVR, la zone atelier bassin du Rhône, sans l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et sans l'agence française pour la biodiversité. Alors, je vais vous faire une présentation en trois grandes parties. Tout d'abord, présenter un petit peu d'un point de vue théorique ce que sont les échanges nappe-rivière, les interactions eau souterraine ou superficielles, ainsi que les besoins et les verrous en termes de problématiques. J'ai choisi de vous faire une présentation, on va dire panorama, sans rentrer dans les détails, donc en vous présentant 6 exemples sur lesquels on a travaillé pour mettre en œuvre une méthodologie interdisciplinaire de caractérisation des interactions eau souterraine, eau superficielle, et puis la manière dont on a transféré cette connaissance auprès des gestionnaires ou des acteurs impliqués à travers des guides méthodologiques. Alors cette interface eau superficielle et eau souterraine intervient au niveau de la problématisation qui peut être faite tant au niveau de la zone critique que de la directive cadre européenne sur l'eau où on met en avant de forts besoins en développement méthodologique pour caractériser cette interface, quantifier les échanges et les flux d'eau quand il y en a. Un fort besoin en termes de connaissance des phénomènes et aussi de transfert des connaissances du monde de la recherche vers les acteurs de l'eau. Dans le domaine des fonctions et des services, cette interface peut être liée à différentes fonctions hydrologiques, sans parler tout de suite de services écosystémiques, en termes de stockage d'eau, de régulation et puis de soutien d'étiage. Alors c'est une interface qui finalement est assez peu visible quand on est sur le terrain. Ce qu'il faut retenir, c'est que grosso modo, en termes de flux, on a les relations les plus fréquentes sont les relations où des eaux de nappe peuvent alimenter des cours d'eau, par exemple, et inversement, même si les cas sont un peu moins fréquents, des eaux de surface qui peuvent alimenter des eaux souterraines. Alors, ce qu'on voit je ne sais pas si vous voyez la souris, mais ce qu'on voit sur le petit schéma, c'est que quand on travaille sur un site d'étude, il est souvent intéressant d'intégrer le site sur lequel on travaille dans l'hydrosystème, puisque l'eau sur laquelle on va travailler peut avoir un chemin complexe, traverser différents aquifères, voire même s'infiltrer sous terre, puis ressortir en eau souterraine, puis se réinfiltrer. Donc, il est souvent intéressant d'avoir des outils qui permettent de déterminer les origines de l'eau et puis les chemins de cette eau. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ces relations peuvent être variables dans l'espace et aussi dans le temps, notamment à la faveur des variations saisonnières. Les flux et les échanges peuvent s'inverser.
De plus, il existe un certain nombre d'éléments, essentiellement des ouvrages ou des aménagements anthropiques qui peuvent modifier ces échanges, notamment des pompages, des barrages ou des seuils, des fossés, enfin différents types d'ouvrages qui peuvent changer les échanges. Sachant que pour finir, quand on a une collectivité hydraulique entre les eaux souterraines et les eaux superficielles, eh bien, on a un fort lien au niveau des aspects quantitatifs et qualitatifs au niveau de la ressource en eau. Alors les travaux qu'on a conduits sont souvent structurés un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on a une approche scientifique où on essaye de développer une méthodologie pour étudier cette interface et les échanges d'eau qui y ont lieu, avec souvent une approche qui est interdisciplinaire, avec, selon les projets, un nombre de disciplines plus ou moins importants qui sont mobilisées pour réaliser ce diagnostic. Et puis, après, une approche opérationnelle, un volet outils, où on essaye de transférer nos connaissances et de proposer des guides qui permettent à des gestionnaires de l'eau d'utiliser au mieux les outils, sachant qu'on essaye dans la mesure du possible aussi de co-construire ces outils avec des relecteurs et des groupes de travail dont font partie des gestionnaires. Alors, le premier projet sur lequel je vais vous présenter rapidement est un projet où on devait travailler sur les interactions entre les nappes alluviales et puis les rivières, avec un gros projet sur les interactions nappe-Rhône, avec ici, donc vous le voyez, 4 outils principaux pour essayer de caractériser les interactions lac-rivière. Des modèles hydrauliques, on va dire simplifiés, des indicateurs biologiques, des invertébrés souterrains, des macrophytes, et puis des traceurs chimiques. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser chacun de ces outils pour réaliser un diagnostic, donc non seulement à partir des résultats de chacun des outils, diagnostic qui parfois sera convergent, parfois divergent. L'intérêt de combiner ces différentes approches, c'est quand on a un diagnostic convergent, on peut dire qu'on a un résultat qui montre peu d'incertitude. S'il est divergent, il va falloir par contre comprendre pourquoi. Alors, dans ce type d'approche, ce qu'on essaye de faire tout le temps, c'est, pour chacun des outils, on essaie de déterminer de manière la plus précise possible le type d'échange qu'ils peuvent caractériser. Donc, on a aussi un travail, tout un travail à l'amont de typologie pour caractériser et décrire au mieux toutes les interactions possibles. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais dans le tableau qui est là, vous avez un certain nombre d'outils avec en ligne le type de configuration d'échange qu'ils sont capables de diagnostiquer. Alors en vert, les configurations qui sont diagnosticables, et en rouge, celles qui le sont pas. Alors au final, on peut obtenir ce type de carte de résultats où ici, pour un secteur du Rhône, donc le secteur de Donzère-Mondragon, on obtient sur le linéaire de berge donc du Rhône et du canal de dérivation, selon un code couleur, le type d'échange qui a été donc déterminé par analyse croisée du résultat de chacune des métriques. Alors ici, par exemple, en vert, on a les secteurs où c'est les eaux souterraines qui vont alimenter le cours d'eau, et au contraire, en rouge, par exemple, les secteurs où c'est plutôt le Rhône qui va alimenter la nappe phréatique. Alors, on a aussi des outils qui permettent d'estimer des quantités d'eau échangées. Alors, les chiffres paraissent importants ici, mais par exemple, sur Donzère-Mondragon, quand on a ici un apport donc des nappes au Rhône de l'ordre de 8700
mètres cubes par jour et par kilomètre. Ça paraît beaucoup, mais au regard du débit moyen du Rhône, qui ici est à plus de 1000 mètres cubes par seconde, cette fois, et pas par jour, c'est des apports qui sont relativement faibles. Deuxième projet, un projet à une échelle beaucoup plus large, puisqu'il s'agissait cette fois de déterminer les interactions entre une rivière coulant dans des gorges karstiques, donc ici la rivière Cèze, et d'essayer de déterminer les interactions entre le réservoir karstique et puis le cours d'eau. Alors ici, de la même façon que précédemment, toute une panoplie d'outils qui vont nous permettre de travailler sur les interactions eau souterraine, eau superficielle, avec, sans rentrer dans les détails, des outils qui permettent de faire des diagnostics, on va dire, à la louche et à grande échelle, et puis d'autres outils qui vont permettre de préciser le diagnostic, voire, si on a assez d'informations, de modéliser les interactions nappe-rivière. Alors, de la même façon que précédemment, tout un travail de typologie des échanges a été fait pour lequel chacun des outils va être adapté. Donc, par exemple, certains outils vont plutôt être utilisés pour déterminer les apports du réservoir karstique au cours d'eau ou inversement des apports de la rivière au réservoir karstique. D'autres outils vont nous permettre plutôt de comprendre la manière dont fonctionnent ces échanges, voire de les quantifier. Alors voilà le type de résultat qu'on peut obtenir ici, avec un modèle conceptuel qui nous montre les zones de perte et puis surtout ici les zones d'apport à la rivière par des sources karstiques, avec en bleu des sources qui sont uniquement ou quasiment composées que d'apports d'eau souterraine, et puis les sources, les petits ronds verts et orange, des sources pour lesquelles on a un apport qui est déjà un mélange d'eau souterraine et d'eau superficielle. Alors ici, en contexte d'étiage, les contributions du réservoir karstique à la rivière, donc la Cèze, sont assez importantes, puisqu'en base d'eau, elles peuvent correspondre à, on va dire, 48 à 60% du débit qu'on trouve dans la rivière. En juin 2015, on avait estimé cet apport sur ce secteur-là à 2 mètres cubes par seconde cette fois. Donc, c'est un apport qui n'est pas négligeable, surtout que là, on est dans un contexte méditerranéen. Deuxième type de résultat sur ce secteur ici, où on a pu, grâce aux travaux réalisés, préciser les différents types de configurations qu'on pouvait rencontrer au niveau des interactions karst-rivière, avec différentes configurations de perte des eaux superficielles vers le karst, au contraire, des apports du cours d'eau, des apports du karst vers le cours d'eau, voire des exurgences ou des résurgences avec des eaux qui ont pu s'infiltrer à un endroit, puis dans la rivière, puis ressortir à un autre endroit. Donc, ce type de schéma, voilà, est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Autre exemple, on a aussi travaillé sur les interactions eau souterraine, eau superficielle, zone humide. Donc cette fois, on change d'échelle puisqu'on travaille simplement à l'échelle de la zone humide, avec pour objectif d'essayer de déterminer la capacité de soutien d'étiage des zones humides au cours d'eau, sachant que ces zones humides sont très souvent en interaction avec des eaux superficielles et puis des eaux souterraines. Ici, l'objectif va être de déterminer et de faire la part des choses entre la part d'eau stockée par la zone humide qui provient des eaux de pluie et puis des apports qui peuvent venir, par exemple, d'eau souterraine. Donc, de la même façon que précédemment, on met en place une méthodologie qui va nous permettre de mieux connaître la structure de la zone humide, de mieux connaître ses propriétés hydrodynamiques, ainsi que des outils qui vont nous permettre de mieux connaître la quantité d'eau qui va être stockée dans cette zone humide et la manière dont elle va être déstockée. Les outils géochimiques sont souvent utilisés pour connaître de manière plus fine l'origine de l'eau et le cheminement des eaux.
Alors, sur ces secteurs plus petits, on peut aboutir à ce type de résultats. Ici, encore relativement schématique, le projet va se finir normalement en fin d'année 2022, où on a pu ici commencer à comprendre les différents bassins d'alimentation de cette tourbière et la circulation des eaux entre les différents réservoirs. On a aussi pu commencer à estimer la part des apports donc, de la tourbière dans le débit du ruisseau qui est à l'exutoire. Alors ici, on se retrouve avec des débits de soutien d'étiage estimés entre 0,06 et 0,21 litres par seconde. Alors ça paraît peu, mais si on relativise, à titre d'exemple, un débit de 1 litre par seconde va permettre d'assurer une alimentation en eau potable pour 600 habitants environ, à concurrence de 150 litres par jour et par habitant. Alors, dernier exemple sur lequel on est en train de travailler, là, c'est un projet qui est encore en cours, où cette fois, on se retrouve dans un monde un petit peu complexe, qui est celui encore plus complexe, qui est celui des interactions entre aquifères volcaniques et rivières, où on se retrouve, donc c'est un projet qui a lieu sur la chaîne des puits, avec une espèce de millefeuille qui est composée de couches basaltiques et de débris de scories, donc où on alterne des couches perméables qui peuvent stocker de l'eau et des couches imperméables, au contraire, qui ne peuvent pas stocker de l'eau. Donc pour ce projet-là, on a construit ici un modèle réservoir où on a essayé de déterminer pour un tronçon de rivière de faire la part des choses entre tous les apports qui pouvaient être liés donc à la pluie, aux pertes qui pouvaient être liées à l'évapotranspiration, et on a essayé de réaliser des bilans par tronçon. Alors ce qu'on se rend compte, par exemple, c'est qu'à l'amont de ce secteur, alors pour ceux qui connaissent la région de Clermont-Ferrand, c'est un cours d'eau qui passe par le lac d'Eda. Ce qu'on se rend compte, c'est que à l'amont de ce secteur, les cours d'eau de départ, qui sont la Narce et l'Abado, se rejoignent pour former un cours d'eau qui va s'appeler plus loin la Vert, ne représentent que 50% de l'eau qui arrive dans le lac. Le reste est lié à des apports souterrains qui sont diffus et qui se font le long du parcours des cours d'eau. Donc on soupçonne pour l'instant fortement que cette eau est contenue dans des basanites, donc des coulées de lave. Sur l'aval du système, les apports donc, de la vallée, on n'a pas encore terminé les analyses, donc on n'a pas encore fait la part des choses entre ce qui était réellement apport souterrain et apport superficiel, mais pourrait représenter jusqu'à 75% du débit de la rivière en période de base d'eau. Donc voilà quelques grands exemples pour lesquels j'ai parlé très vite, mais qui ont l'avantage de présenter les différentes configurations géologiques possibles dans lesquelles peuvent se dérouler des interactions au souterraines, au superficiel. Actuellement, ce sera la dernière application, nous avons des projets qui sont plutôt appliqués aux sites et sols pollués et où l'étude des interactions nappe-rivière est plutôt axée sur les problématiques de vulnérabilité des aquifères et les risques de pollution liés soit à des terrains qui ont été pollués par des activités industrielles ou à des dépôts de déchets qui ont un potentiel de pollution. Donc voilà pour les applications et les projets sur lesquels nous avons travaillé depuis une quinzaine d'années, avec d'autres qui sont enfin avec les derniers là qui sont en cours. Alors ensuite, on a fait tout un travail de synthèse de ces outils dans des guides. Alors tous ces rapports et tous ces guides sont des rapports et des guides publics, donc ils sont téléchargeables librement pour la plupart sont sur le site de la ZAB.
Alors, je vais vous les présenter rapidement puisque mon temps est bientôt écoulé. Donc, on a réalisé un premier guide méthodologique qui valorise les travaux réalisés sur le Rhône et sur les échanges nappe-Rhône. On a étendu un petit peu le questionnement aux échanges entre les nappes et les milieux alluvionnaires. Donc, ce premier guide est paru en 2015 dans la collection Eau et connaissances. Nous avons pu produire un deuxième guide qui, cette fois, est plutôt un guide technique puisqu'on a pu intégrer de nouveaux outils et travailler sur des exemples qui ne sont pas uniquement situés sur le bassin du Rhône, mais qui sont plutôt, où on a des exemples nationaux, notamment sur le bassin de la Seine, le bassin du Rhin, et puis des petits fleuves côtiers comme la Sèvre niortaise, où on a fait cette fois l'effort de produire pour chacun des outils, alors certains sont redondants avec le premier, d'autres sont nouveaux, de produire des fiches techniques qui soient, on a essayé de faire en sorte qu'elles soient facilement appropriables par les gestionnaires de l'eau et facilement utilisables. Alors celui-là est paru en 2017. Un nouveau guide va apparaître là en 2022. Qui fait le point sur les interactions et les échanges hydrauliques entre les karstes et les rivières. Alors cette fois, compte tenu du grand nombre d'outils, de la complexité des systèmes karstiques, plutôt que de l'appeler guide, on a préféré l'appeler recommandation méthodologique pour donner des pistes pour comprendre ce que c'est un karst, mieux connaître et quantifier les échanges entre le karst et la rivière, savoir quels outils utiliser, puis comment les utiliser et comment les mettre en œuvre. Alors, tous ces travaux ont d'ores et déjà été transférés aux gestionnaires de la rivière 16, puisque maintenant, ils font leur suivi en autonomie, après qu'on les ait formés. Et puis, ce projet-là a fait des petits, puisque on a transposé donc cette méthodologie actuellement avec un projet sur le bassin versant de l'Ardèche. Alors, à chaque fois qu'un guide paraît, on organise un petit séminaire avec des démonstrations des outils. Donc, on en avait fait un pour les 2 premiers guides. Si ça vous intéresse, la présentation du guide sur le karst aura lieu le 14 juin 2022 à Barjac dans le cadre d'une pêche aux outils organisée par la ZABRE et la zone atelier bassin du Rhône et le Grès. Alors pour conclure, on a fait pas mal de choses dans les perspectives à ce type d'activité. On a envisagé de construire des sessions de formation avec l'agence de l'eau, et puis pourquoi pas prévoir à partir des résultats des guides sur des travaux sur les zones humides et sur les interactions entre les cours d'eau et puis les aquifères volcaniques, pourquoi pas préparer d'autres guides par la suite dans ces contextes-là. Et puis, si c'est possible, essayer d'intégrer les retours d'expérience et d'utilisation des précédents guides. D'autre part, j'ai oublié de marquer ça là dans la conclusion, mais sur le projet, donc sur l'Ardèche, un des enjeux va être d'essayer de faire un peu de prospective et d'intégrer la question des changements climatiques dans la caractérisation des interactions nappe-rivière, et notamment sur les questions de quantification. Pour répondre à quelle échelle là, je ne sais pas, on a l'impression que dans la question que vous posez, peut-être que je me trompe, qu'il y a une opposition entre ces grands bassins et la micro. Non. Il ne faut pas voir ça, il ne faut pas voir comme une opposition, c'est-à-dire que ces grands bassins peuvent être mis à l'extérieur de la ville ou dans la ville complète, comme on a vu au niveau de la Part-Dieu. Et c'est les espaces entre ces deux systèmes, ces deux grands bassins, où on peut quand même faire de la micro-infiltration. Donc cette micro-infiltration, ça permet aussi, comme on parlait de liens avec les mycorhizes, etc.,
ça pourrait permettre, mais là aussi, c'est des choses compliquées encore, on se lance là-dedans, au moins de faire, des systèmes de trames entre trames vertes, trames bleues, trames d'infiltration. On commence à parler de trames brunes pour les sols. Alors, on n'en est pas encore à des systèmes de trames, hein, mais plutôt des spots qui pourraient être mis. Voilà. Et pour faire le lien entre ça et les cours d'eau, ces micro-pentes et la pente, l'hydrologie globale d'un terrain naturel peut-être sur la ville, c'est des choses, je pense, qui ont été beaucoup perdues. Et quand on travaille, la ville a tellement été remodelée sur elle-même que les points bas sont plus forcément aujourd'hui les points bas. Exactement. Et que, on parlait de la Rise qui a disparu dans Lyon, on arrive encore très difficilement à retrouver son tracé par l'altimétrie et par les pentes. Donc, moi, quand je travaille sur la gestion des eaux de pluie, pour l'instant, je fais complètement abstraction d'un hydrosystème antérieur qui aurait pu exister dessus. Franchement, je ne sais pas, parce qu'on ne s'est pas encore interrogé sur ces questions-là. Et est-ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire ruisseler de l'eau sur des choses imperméables pour revenir sur des points bas, et on pourrait non seulement infiltrer et guider, si je comprends bien, ces taux de ruissellement de nouveaux milieux naturels. C'est tellement compliqué que moi, je sais pas répondre encore là-dessus. Je ne sais pas, mais le projet artisan aura aussi je crois qu'il a aussi pour but aussi d'un peu mieux comprendre l'évolution de ces systèmes-là, si je ne me trompe pas, non? Alors, sur Artisan, on fait du suivi, oui, de ce qui se passe au niveau de quelle quantité d'eau on va pouvoir infiltrer, quelle quantité d'eau on va pouvoir sortir, entre guillemets, du réseau d'assainissement unitaire. Donc ça, on le mesure. On mesure aussi tout ce qui se passe au niveau de la perméabilité du sol, ce qui se passe sur l'humidité du sol. Les arbres sont aussi équipés pour voir quand est-ce qu'on fait de l'évapotranspiration, et on travaille sur la biodiversité végétale et la biodiversité animale. Donc oui, on va le faire. Après, on n'est pas sur du... Je fais pas, pour l'instant, on ne fait pas de modélisation hydrologique pour mesurer l'impact, comme on pourrait faire dans un réseau d'assainissement, ou comme on pourrait travailler sur de la modélisation de ruissellement. Moi, je pensais aussi pour la biodiversité, ça dépend jusqu'où ça va. S'il y a par exemple des analyses génétiques pour voir si le fait d'avoir plusieurs zones qui ont été remises, on va dire, dans des systèmes un peu plus naturels, est-ce que ça permet d'avoir de la dispersion entre différentes zones? Est-ce que ça permet de reconstituer une connectivité en fait écologique pour certains organismes? Je pense aux insectes, par exemple. Voilà, c'est des questions qui, je pense, sont pas mal ouvertes. Alors, il y a un groupe à Montpellier qui avait beaucoup travaillé là-dessus, hein, au CEF, ça va être David. Donc, je pense qu'il y a plein de questions. Il y a plus de questions que de réponses pour le moment, mais on espère que ça va venir. Et sinon, pour l'histoire, voilà, d'avoir différents types de systèmes, je pense que c'est très intéressant d'avoir un mix, en fait. Parce que autant les systèmes, les gros systèmes que moi j'ai montrés, en fait, ils permettent bien de recharger la nappe, mais de manière très, très efficace. Ce qui risque d'être moins le cas de systèmes à la source, parce que, bah oui, on met des arbres, on met de la végétation, donc on crée de l'évapotranspiration, donc on perd pas mal d'eau quand même, qui ne va pas se réinfiltrer et réellement arriver à la nappe. Donc je pense que les deux, il faut arriver à trouver un équilibre entre... est-ce qu'on aura besoin d'eau dans le futur? On a vu hier qu'on risque d'avoir une baisse importante au niveau du Rhône, qui est quand même la source d'alimentation principale de la métropole. Voilà, comment on fait pour aussi englober en fait l'ensemble et arriver à avoir des politiques qui permettent d'essayer de jouer positif sur toutes les fonctions potentielles de ces ouvrages, quoi. Alors si, forcément, quand l'eau va tomber sur le sol, il y a une partie qui va directement s'évaporer. En plus, si on est sur un sol minéral noir qui va avoir chauffé, on perd.
Mais l'objectif, ce n'est pas de capter toute cette eau. Notre objectif, un des objectifs principaux, c'est de limiter le ruissellement sur les sols, l'inondation, et limiter en partie le déversement des réseaux unitaires dans le milieu naturel pour limiter les pollutions. Donc oui, il y a une évaporation, mais si je m'en tiens juste à ces objectifs de limiter mes mises en charge de mes réseaux et simplement l'inondation, j'aurais tout intérêt à ce que l'eau s'évapore tout de suite. Voilà. On n'est pas que sur ces objectifs-là, on cherche aussi à amener un petit peu d'eau aux arbres et à la végétation pour la biodiversité et puis le rafraîchissement. Donc, on est souvent sur des enjeux, des objectifs qui vont être en contradiction. Donc, derrière, il va falloir arriver à jongler un peu sur l'ensemble de ces objectifs, savoir ce qu'on veut. Est-ce que peut-être sur certains endroits, on parlait de trame verte et bleue, de biodiversité, on va peut-être être dans des secteurs sur lesquels on va déjà avoir des patchs, et là, on va continuer à faire des patchs pour faire une trame, donc on appuiera plus sur cet objectif-là. Il y a des secteurs sur lesquels on va plus être en inondation avec des réseaux qui vont être mis en charge, donc on va chercher peut-être plus à travailler sur l'inondation, et c'est tous ces objectifs qu'on va arriver à jouer. Mais là aussi, hein, on est juste au démarrage de quelque chose qui est en train de se faire. Donc, on a encore toutes ces questions qui se posent. Et on n'a pas regardé sur quelle distance on peut transporter de l'eau. L'idée, on se base aussi sur les résultats de l'OTU en disant que plus une eau ruisselle, plus elle se charge en polluants. Donc, chaque fois qu'on va pouvoir infiltrer au niveau d'un arbre, c'est toujours ça de gagner pour la recharge de la nappe. C'est ça de gagner pour l'arbre qui va pouvoir, comme on va déconnecter cette eau sur un bassin versant autour du pied de l'arbre important, on va pouvoir lui amener, même pour les petites pluies, un petit peu d'eau en période de sécheresse. Donc tout ça, c'est des choses, pour l'instant, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Sur les questions de pollution, je ne sais pas s'il y a toujours Sylvie Barrault qui avait travaillé beaucoup sur cette problématique-là, là aussi sur Micromégaz, donc elle est peut-être plus à même que moi de répondre. Et sur les problématiques de colmatage, l'idée, c'est vraiment de travailler sur des ouvrages qui sont très simples, une tranchée d'infiltration. Donc, quand on va voir que cette tranchée d'infiltration, elle est colmatée, on peut très bien venir simplement enlever les cailloux, regriffer le fond, nettoyer et puis remettre en place. C'est ça l'objectif. Je laisse la parole à Sylvie, peut-être sur les histoires de pollution. Oui, on avait fait pas mal de mesures dans le cadre de l'OTU sur justement sur ces dispositifs de micro-infiltration. Et ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, ces dispositifs, notamment les dispositifs végétalisés, captent une partie de la pollution liée au ruissellement par deux grands types de phénomènes. Le premier, c'est qu'on limite les volumes à l'exutoire, donc on limite les volumes qui sont rejetés à la sortie de ces dispositifs parce que c'est capté par les massifs. Et si on capte l'eau, souvent on capte aussi la pollution qui est attachée. Et la deuxième, c'est que lors de l'infiltration dans le sol, il y a des processus de filtration qui sont extrêmement efficaces. Donc, en fait, on pollue plutôt moins en utilisant de la micro-infiltration de manière diffuse que de laisser de cette pollution rentrer dans des réseaux, par exemple, et être rejetée dans des milieux naturels où là, on maîtrise vraiment bien. C'est plus l'équipe de Benoît Cournoyer qui avait travaillé dessus, mais globalement, il n'y a quand même pas… cette augmentation au niveau de bactéries et de diversité n'engendre pas particulièrement des charges en micro-organismes pathogènes opportunistes de l'environnement. En fait, ce n'est même pas des bactéries réellement pathogènes pour tout le monde, mais pour des personnes qui seraient déjà immunodéprimées. En fait, nous, on n'a pas vu réellement de réponse claire là-dessus. C'est pas aussi… Et puis bon, après, il faut aussi relativiser des résultats là-dessus pour une simple raison, c'est que là où on prélève en fait nos échantillonnages, c'est pas non plus où on a prélevé l'eau. Hein.
C'est-à-dire qu'on va prélever vraiment à l'aval de systèmes d'infiltration. Il faut savoir que derrière, s'il y a un panache d'eau qui continue, la nappe va encore jouer son rôle de filtration avec les alluvions, ce qui va permettre quand même d'auto-épurer encore l'eau. À ma connaissance sur Lyon, non, parce qu'on n'a pas attaqué depuis longtemps. Alors après, c'est vrai qu'on a des sites témoins à Chassieux, là, le bassin de Django, où on a un site amont qui est réellement sous une zone imperméabilisée. Non, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a vraiment. Ouais, il y a pas une couverture qui est vraiment énorme là, sur ce qu'on a fait. Au niveau, on a vraiment centralisé sur les bassins. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'en travaillant sur plusieurs bassins, en fait, quand on regarde les eaux d'entrée, les eaux de ruissellement, en fait, on était sur 6 bassins qui sont quand même relativement différents en termes d'usage des sols. Enfin, voilà, c'était soit sur le campus, la Doua, sur le bassin de l'IUT, ou ça peut être à Django Reinhardt, c'est une zone industrielle complète. On avait des communautés en fait en surface qui se ressemblaient beaucoup. Comme si quand on drainait des surfaces urbaines, en fait, on a quand même une signature assez claire des communautés bactériennes qui sont dans ces systèmes-là. Ça nous avait surpris. On s'attendait à avoir plus de différences. Et ce n'est pas vraiment le cas. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. La question que je me posais en ville, c'est que tous les espaces sont parcourus par des réseaux qui sont en plus ou moins bon état, donc plus ou moins fuyards, et les communautés bactériennes doivent être relativement différentes puisqu'on a ce qui sort des réseaux d'assainissement peut-être. Et je me posais la question de qu'est-ce qui se passe quand on sait qu'on a aussi tous les systèmes de géothermie avec un réchauffement de la nappe. Est-ce que l'infiltration de l'eau pourrait contribuer à diminuer, même si on a une nappe qui est super puissante sous Lyon, est-ce que ça pourrait contribuer à diminuer cette température de la nappe et limiter des développements bactériens qu'on pourrait peut-être avoir? C'est une très bonne question. On n'avait pas eu le temps de le faire, mais à un moment, un collègue, Thierry Winiarski, avait travaillé sur la ville souterraine, avec les changements d'écoulement de la nappe, en fait, du fait qu'il y ait des gros immeubles avec une grosse structure en fait, souterraine pour soutenir les bâtiments. Et en même temps, ils avaient fait beaucoup de thermie là, sur, je pense que c'était vers La Part-Dieu, sur le quartier de La Part-Dieu, et avec vraiment des effets assez majeurs, sans doute liés aussi à des pompes à chaleur et des rejets au niveau de la nappe. Et c'est vrai que ça pourrait être des sites assez intéressants, enfin des endroits assez intéressants à investiguer, parce que, à ma connaissance, on connaît très peu les impacts que ça peut avoir au niveau microbiologique en ville. Mais, on prend date? Ouais. Oui, on peut. Je me permets juste, c'est une thématique forte au niveau de l'OTU, en fait. C'est un des points où on va retravailler au sein de nos actions de recherche. On va pousser Florian. Même Laetitia. Et peut-être juste, je me permets de prendre la parole, donc je suis Laetitia Bacot du Grès et de l'OTU, pour vous dire qu'on a un ouvrage collectif au niveau de l'Observatoire qui est soutenu par H2O Lyon et l'EUL aussi, qui va sortir le 1er juin, qui va faire un point sur tous les acquis, les connaissances au sein de l'Observatoire. Et notamment, il y a une question qui est dédiée à la ville souterraine et l'impact, en fait, notamment de l'infiltration de ces eaux au sein et les travaux de Thierry Winiarski sur cette thématique-là.